Bonjour, chers étudiantes et étudiants, Motivation et émotion PSF 342. Nous parlons aujourd'hui dans ce PowerPoint de la motivation pro-sociale. Alors, un petit mot d'abord pour définir l'affaire. Motivation pro-sociale, le mot pro-social fait référence à tout comportement que l'on fait qui aide les autres. OK? Donc, pro-social, ça veut dire pour les autres, d'une certaine manière. Alors, tout comportement où est-ce que vous allez faire quelque chose pour un étranger ou une étrangère ou quelqu'un que vous connaissez, mais qui n'est pas nécessairement profitable pour vous, mais vous le faites pour la personne, vous aidez. OK? On appelle ça de la motivation. On va dire que vous êtes pro-socialement motivé. Évidemment, il y a des gens qui le sont plus que d'autres. Il y a des gens qui sont pro-socialement motivés dans certaines conditions uniquement. Il y en a qui le sont dans leur vie en général. Il y a des gens qui se dévouent pour les autres. Il y a des gens que non. Je ne fais pas de jugement de valeur à savoir lequel est bon, lequel est moins bon. Il y a différentes façons d'être dans le monde. Mais la question reste que, en tant qu'être humain, nous avons des phénomènes que l'on peut observer où est-ce que les gens semblent se comporter pour le bénéfice des autres. Et donc, ils sont pro-socialement motivés et on peut se poser toutes sortes de questions intéressantes sur cette motivation pro-sociale. OK? Et une des questions qui est inévitable est quelle est la source de ces comportements pro-sociaux-là? En d'autres mots, qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui motive les gens à agir pour le bénéfice des autres? OK? Et cette question-là peut être répondue en utilisant différents niveaux d'analyse. On pourrait parler au niveau de l'évolution pour faire l'argument que nous avons évolué pour être une certaine espèce qui a certaines tendances pro-sociales, etc. On pourrait faire des arguments même au niveau hormonal, en faisant l'argument que certaines hormones dans le corps humain semblent être associées à des comportements prosociaux plus que d'autres, etc. Mais là, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se restreindre à des explications qui sont plutôt de l'ordre cognitif, des pensées, des croyances, et ainsi de suite. Là. Qu'est-ce qui fait que les gens se comportent de manière prosociale? On va regarder différentes explications, mais qui ne sont pas du domaine de l'évolution et qui ne sont pas du domaine non plus là, des choses si petites comme des hormones ou des parties de cerveau. Et vous allez voir ce que je veux dire spécifiquement. En fait, les genres d'explications dont on peut parler sont des explications suivantes. Premièrement, on peut se comporter de manière prosociale pour notre propre bénéfice, okay, ce qu'on appellerait l'égoïsme, et ne pas voir l'égoïsme ici comme étant quelque chose de négatif. Je sais que très souvent, on va utiliser ça comme de manière péjorative en disant « c'est mon Dieu que cette personne-là est égoïste », mais ici, on veut parler d'égoïsme uniquement dans le sens où c'est centré sur soi. Donc, on aide les autres, mais pour notre bénéfice personnel. OK? Pour notre propre bénéfice personnel, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. On aide les autres, mais purement pour le bénéfice d'autrui, et non pas pour son bénéfice personnel. C'est ce qu'on appelle l'altruisme. On aide les autres, mais pour le bénéfice d'un groupe duquel on fait partie. C'est ce qu'on appelle le collectivisme. Et on aide les autres uniquement par principe moral, parce que c'est ce qu'il faut faire. Okay? Pas pour les bénéficier eux autres, pas pour les bénéficier nous autres, pas pour le bénéfice du groupe duquel ils et nous faisons partie, juste parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est la règle. Ça, c'est ce qu'on appellerait du principalisme. Okay? Donc ça, c'est 4 explications qu'on peut distinguer les unes des autres, qui sont très larges, fait que chacune n'est pas vraiment satisfaisante tant que ça d'un point de vue intellectuel, je veux dire, dans le sens où elles ne nous disent pas grand-chose, mais elles délimitent 4 possibilités, aider les autres
parce que ça nous aide nous-mêmes, qui est un bénéfice personnel égoïste. Aider les autres parce qu'on veut vraiment aider les autres et on se fiche pas mal de nous-mêmes. C'est l'altruisme. Aider les autres parce que eux autres et nous autres, on fait partie d'un même groupe et il faut aider ce groupe-là. C'est ce qu'on appellerait du collectivisme. Et aider les autres parce que, dude, virgule, c'est juste ça qu'il faut faire, point. Ce qu'on appellerait du principalisme. Okay? Je veux dire, les explications de pourquoi on aide les autres sont probablement beaucoup plus complexes que ces 4 explications-là. Et aussi, il ne faut pas penser qu'elles sont mutuellement exclusives nécessairement. Elles peuvent très bien se recouper. Mais les théoriciens du comportement prosocial se sont intéressés techniquement à ces 4 grandes explications-là. OK? 4 formes de motivation prosociale possibles. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les prendre une à la suite de l'autre, dans le fond. Et en commençant avec la motivation prosociale égoïste. OK? Donc, l'idée de la motivation prosociale égoïste, c'est que très souvent, nous allons aider les autres, mais on va aider les autres plus ou moins, ou des fois beaucoup, dans le but d'en retirer un bénéfice pour nous-mêmes. Okay? Dans ce cas-ci, on va dire que la motivation est égoïste. Et je vous rappelle que le terme égoïste ici n'est pas utilisé dans un sens péjoratif pour insulter quelqu'un. Au contraire, ce type de motivation peut grandement bénéficier autrui et être associé à des intentions nobles. Quelqu'un peut faire beaucoup de bien dans le monde et aider énormément les autres en étant motivé de manière égoïste. Et c'est un peu ça la leçon ici du PowerPoint aujourd'hui, c'est que des motivations très centrées sur soi peuvent quand même donner lieu à des comportements dont les autres vont pouvoir beaucoup bénéficier. Vous pouvez grandement aider les autres et faire beaucoup de bien dans le monde, même si vous êtes motivé de manière égoïste. OK? Donc, c'est pas une mauvaise chose. D'une certaine manière, il faut embrasser le fait qu'on va toujours, je crois, être d'une certaine manière motivé à un certain niveau de manière égoïste. Okay? Alors, cette fameuse motivation prosociale égoïste, elle peut prendre différentes formes. Et ce tableau ici, il présente différents bénéfices personnels qui sont supportés par les recherches, okay? Dans le cadre de la motivation prosociale égoïste. Et on peut les organiser en 3 catégories principales. Donc, vous voyez ici en anglais, oui, ma petite flèche. Receiving material, social and self-rewards. Avoiding material, social and self-punishments. Et reducing aversive arousal. Donc, le fait d'obtenir des gains matériels, sociaux ou personnels, le fait d'éviter des punitions matérielles, sociales ou personnelles, et la réduction d'une activation aversive. Activation aversive ici, pour dire ça rapidement, ça veut dire... réduction d'une activation aversive, ça veut dire pour arrêter de vous sentir mal. OK? Ça, c'est 3 motivations prosociales égoïstes, 3 choses qui peuvent nous amener à aider les autres. 1, pour avoir un certain gain matériel, social ou personnel. Je t'aide pour obtenir quelque chose. 2, l'évitement. Je t'aide pour éviter d'être puni ou pour éviter d'avoir quelque chose de mal qui va m'arriver plus tard. Ou 3, réduction d'une activation aversive. Je t'aide parce que je me sens vraiment mal, puis en t'aidant, ça me permet de me sentir mieux. OK? Donc ça, c'est 3 bénéfices qu'on peut retirer pour nous-mêmes, qui sont différents et qui sont toutes des exemples d'une motivation prosociale égoïste. OK? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la première, Receiving Material, Social and Self-Rewards. Donc cette première motivation égoïste, basée sur le gain de récompenses matérielles, sociales ou personnelles. OK? Et plus spécifiquement, donc en fait, si on regarde dans ce fameux tableau-là, sous cette rubrique-là de Receiving Material, Social and Self-Rewards,
qui est une sous-motivation pro-sociale égoïste. OK? Oups. Je vois une erreur dans le titre ici. Donnez-moi une seconde. Voilà. OK. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sous Receiving Material, Social and Self-Rewards, il y a plein de choses qu'on peut obtenir. Il y a plein de choses qu'on peut... On peut être motivé à faire des comportements prosociaux pour obtenir toutes sortes de récompenses. Et vous les voyez ici en anglais, différents types de récompenses. Payment, donc littéralement de l'argent. Gifts, des cadeaux. Reciprocity credit, ce dont on va parler ici, crédit de réciprocité, donc ça je vais le garder pour plus tard. Thanks, des remerciements, ce qui est comme un genre de... c'est plutôt une récompense au niveau social, d'être remercié. Esteem, se sentir mieux. Heaven, certaines personnes qui pensent qu'en faisant du bien, elles vont avoir accès au paradis. On rentre ici dans des croyances religieuses. Praise, et le fait que les autres vont parler en bien de nous. Honor, le fait qu'on obtient de l'honneur. Enhanced self-image, le fait qu'on se sent mieux à propos de nous-mêmes, on a l'impression d'être des bonnes personnes. Mood enhancements, le fait qu'on a des bonnes émotions, on obtient des bonnes émotions en aidant les autres. Empathic joy, c'est le genre de joie que l'on ressent à aider les autres. Donc tout ça, c'est des possibles choses que l'on peut obtenir de manière égoïste en aidant les autres. Okay? Et là, ce que je vais parler spécifiquement, c'est d'un qui est Reciprocity Credit, que j'ai traduit librement en tant que crédit de réciprocité. Et en fait, on ne va pas juste se concentrer sur celui-là. On va se concentrer sur le crédit de réciprocité d'abord, et ensuite l'amélioration de l'humeur, mood enhancement, et empathic joy, la joie empathique. Okay? Parce que c'est relativement facile de comprendre pourquoi on pourrait aider les autres pour obtenir un paiement, pour obtenir un cadeau, pour obtenir des remerciements, pour obtenir de la bonne estime de soi, pour obtenir praise, le fait que les gens vont nous lancer des fleurs. Mais ce qui est un peu plus à comprendre, c'est reciprocity credit, mood enhancement, empathic joy. Ça, on va en parler. Okay? Crédit de réciprocité, amélioration de l'humeur, maintien de l'humeur et joie empathique. Mais on commence avec le crédit de réciprocité. Donc, le crédit de réciprocité, c'est cette fameuse idée qui dit que c'est cette fameuse idée qui consiste en savoir qu'un individu que l'on a aidé nous doit maintenant une faveur. OK? Et ça provient d'une règle qui, selon certains chercheurs, en fait, on a de très bonnes raisons de le croire, là, une règle universelle à l'être humain et possiblement même universelle au-delà de l'être humain, présente chez certains autres primates, chez beaucoup d'espèces de singes, entre autres, et de grands singes. On retrouve cette fameuse tendance à la réciprocité, que quand un organisme aide un autre organisme, l'autre lui rend une faveur plus tard. Ce qui a amené le sociologue Alvin Goldner dans les années 60 à écrire que « A norm of reciprocity is, I suspect, no less universal and important an element of culture than the incest taboo. » Donc, ce qu'il dit ici, c'est que autant que les cultures trouvent l'inceste quelque chose de tabou et de dégoûtant, autant ils ont tendance vers la réciprocité. Ce qui veut dire donc que c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve dans toutes les cultures, la réciprocité. Il n'y a pas vraiment de culture que l'on connaisse où est-ce que quand on aide quelqu'un, la personne ne nous doit rien. OK? Dans pas mal toutes les cultures, si vous aidez quelqu'un, la personne vous doit quelque chose. Il y a une certaine forme de réciprocité, une norme de réciprocité. Et comme je dis, cette norme-là semble être présente même au-delà des cultures humaines et dans des espèces de primates, des singes et des grands singes. Okay? Et ici, j'ai 3 YouTube pour vous montrer ça. Et dans le fond, je ne peux pas vous les montrer ici, mais le but de ces YouTube-là, c'est de vous montrer que même des espèces de singes qui n'ont pas de culture comme la culture humaine, pas de langage, pas de philosophie, et ainsi de suite, sont quand même capables de se comporter comme s'ils croyaient dans la réciprocité. OK? Comme si, justement, il y a quand même cette norme de
Tu m'as aidé, donc maintenant je dois t'aider. Je te dois quelque chose. OK? Ça semble être présent même chez des formes animales non humaines. Et ce qui suggère que c'est vraiment universel à la nature et c'est vraiment une norme très importante. Ce fameux crédit de réciprocité. Je t'ai aidé, donc tu me dois quelque chose. Tu m'en dois une, tu me dois une faveur. OK? Donc, le crédit de réciprocité. Ah, et en passant, ces vidéos-là, donc je vais les mettre sur le Moodle pour que vous puissiez les regarder. Le crédit de réciprocité, donc, nous mène à, d'une certaine manière, très souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous mener à chercher des opportunités, à aider quelqu'un dont nous voulons une faveur dans le futur. Donc, souvent, on va faire ça. S'il y a quelqu'un dont vous avez... s'il y a quelqu'un et vous avez besoin d'une faveur de cette personne-là, par exemple, une personne qui a une certaine compétence, et c'est la seule personne que vous connaissez qui a cette compétence-là, et vous avez besoin de sa compétence pour régler un problème. Donc, vous avez besoin qu'elle vous aide. Souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher des opportunités, consciemment ou non, plus ou moins consciemment, pour aider cette personne-là. OK? Pour que la personne puisse vous rendre la faveur. Et donc, vous pouvez dire, oh, tu sais comment j'aurais besoin d'aide? Moi, dans le fond, j'aurais besoin d'aide. Toi, tu es bon dans telle affaire ou bonne dans telle affaire, et ainsi de suite. Okay? Donc, ça, c'est le concept d'ingraciation. Okay? Donc, l'ingraciation, c'est lorsque vous allez vous mettre dans les bonnes grâces de quelqu'un parce que vous voulez que la personne vous rende la faveur et justement, cette personne-là a quelque chose que vous avez besoin. Et donc, vous allez utiliser le fait que vous lui avez fait une faveur, vous l'avez aidé, pour par la suite vous attendre à ce qu'elle vous rende la faveur et donc vous obteniez ce que vous vouliez d'elle ou de lui. Donc, c'est le concept d'ingraciation. OK. Mais en fait, je vais fermer mon son. En fait, ça va un peu plus loin que ça. Comme les êtres humains ont une tendance à conceptualiser les choses de manière plus abstraite, très abstraite, on peut le prendre plus loin, dans le sens où il pourrait aussi nous mener à aider des gens, même si ces gens-là ne pourront pas nous rendre la faveur ou l'appareil, mais on va quand même le faire parce qu'on croit dans la réciprocité générale. C'est-à-dire l'idée que les bonnes actions qu'on fait nous reviennent dans la vie. Donc, je vais t'aider parce que j'ai besoin que quelqu'un m'aide aussi. Je vais t'aider toi, mais je vais pas t'aider toi en m'attendant à ce que toi, tu m'aides plus tard. Parce que je sais que tu ne pourras pas me retourner la faveur. C'est correct, tu n'es pas capable ou tu n'as pas la compétence ou tu es dans une situation où tu ne seras juste pas capable. Mais c'est correct, je vais t'aider quand même parce que je m'attends à ce que si je t'aide, le monde ou l'univers ou la vie va me rendre la faveur en général. Quelqu'un d'autre va me la rendre parce que je t'ai aidé. Okay? Et ça, c'est ce fameux concept de karma. Okay? Donc, vous aidez quelqu'un, soit parce que vous voulez que la personne vous rende une faveur, cette personne-là spécifique. Okay? Ça, c'est l'ingraciation. Mais vous pouvez aussi aider quelqu'un avec motivation, tu sais, par motivation de réciprocité, mais pas pour que cette personne-là vous rende la faveur, mais juste pour que quelqu'un d'autre, ou la vie en général, vous rende la faveur. Okay? Ça, c'est de la réciprocité aussi. Mais vous pourriez aussi aider les autres dans le but de vous bâtir une réputation comme personne de confiance, ce qui augmente les chances de recevoir de l'aide dans le futur. Donc, vous pourriez aussi avoir ce raisonnement-là. Je t'aide parce que c'est important que les gens sachent que je suis une personne de confiance. Et si on creuse un peu plus, pourquoi? Ben, parce que quand on est une personne de confiance, c'est plus facile de recevoir de l'aide des autres après. Okay. Donc, ces trois motivations-là sont toutes motivées par la réciprocité. Une est plus concrète, okay, la première. L'autre est plus... Les deux autres sont plus abstraites, sont plus générales. T'sais. J'aide parce que je sais que je vais obtenir de l'aide plus tard. Ça augmente les chances que quelqu'un va m'aider. Peut-être pas la personne que j'ai aidée, mais la vie en général ou quelqu'un d'autre. Et ça pourrait fonctionner comme ça parce que, dans le fond, en aidant,
je montre que je suis une personne digne de confiance. Et quand mon environnement social va remarquer que je suis une personne digne de confiance et que moi, j'aurai besoin d'aide, quelqu'un va choisir de m'aider. Que ce soit la personne que j'ai aidée ou non. OK? Donc ça, c'est différentes logiques qui rentrent dans la réciprocité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas toujours penser que quand les gens aident, ils aident avec ces pensées conscientes-là. Je ne suis pas en train de dire que quand vous aidez quelqu'un, c'est toujours dans un but manipulateur, de dire je t'aide, mais c'est parce que toi, je veux que tu m'aides dans le futur. Je pense en fait que très souvent, c'est pas conscient. On aide très souvent par pur, par pur intérêt pour l'autre, par le fait qu'on aime les autres, on veut les aider, on trouve que c'est la bonne chose à faire. Mais c'est plus tard qu'on se rend compte de l'importance de la réciprocité quand, par exemple, la personne nous doit quelque chose. Nous, on a besoin d'aide, puis cette personne-là qu'on a aidée ne nous aide pas. C'est là où on se rend compte qu'on avait cette norme-là parce qu'on se dit, coudonc, moi je t'avais aidé, pourquoi toi tu ne m'aides pas? Et là, là ça sort. Finalement, on était motivé par la réciprocité. Ou bien quelqu'un pourrait dire, coudonc, moi j'aide tout le temps tout le monde, personne ne m'aide. Pourquoi ma vie tourne au mal, là? J'aide tout le temps tout le monde. Pourquoi tu t'attendrais à ce que... Pourquoi tu t'attendrais à ce que ta vie ne tourne pas au mal parce que tu aides les autres? C'est là où on voit que cette norme de réciprocité, on l'avait toujours, c'est juste qu'elle était inconsciente. Okay? Donc, je ne suis pas en train de dire que quand vous aidez les autres, c'est toujours dans le but d'obtenir quelque chose. Je ne pense pas que c'est le cas. Je pense que la façon dont ça se sent, de manière intuitive, de manière personnelle, c'est vraiment, je veux t'aider, je suis motivé à t'aider, je veux t'aider. Mais c'est... il reste que derrière ça, il y a souvent un calcul de réciprocité qui n'est pas nécessairement conscient et qui n'est pas mauvais, là, hein, parce que la réciprocité, c'est comme c'est la glu, c'est la colle sociale. Là. Sans réciprocité, là, on n'aurait pas de société. Okay? Premièrement, sans réciprocité, sans norme de réciprocité, il n'y aurait pas d'économie. Il y aurait zéro économie. Okay? Et donc, on serait vraiment mal pris. Là, ça serait vraiment chacun pour soi. Donc, il n'y a rien de mal à s'attendre à de la réciprocité. Mais d'un autre côté, je ne pense pas qu'on est toujours 100% conscient de ça. Et c'est correct. Alors, on a parlé de la motivation prosociale égoïste pour des raisons de réciprocité. Okay? Maintenant, on va regarder majoration de l'humeur, okay? Qui fait partie là, de ce fameux... vous vous souvenez de ce fameux tableau ici, là, où on avait dit qu'une des choses qu'on peut obtenir de manière égoïste, une des raisons qu'on peut aider, c'est pour obtenir quelque chose, et une des choses qu'on peut obtenir, c'est du crédit de réciprocité. En d'autres mots, tu m'en dois une, ou la vie m'en doit une, parce que j'ai aidé, ou parce que je suis une personne de confiance. Et d'autres choses qu'on peut obtenir, c'est mood enhancement or maintenance, donc l'amélioration de l'humeur ou le maintien. Okay? Tu m'as aidé et je t'ai aidé et wow, maintenant je me sens bien. Ou je t'ai aidé et je continue à bien me sentir. Okay? Et empathic joy, qui est la joie empathique, qui est un peu la même chose. Donc, si on veut regarder maintenant, c'est mood enhancement, maintenance et empathic joy. On a parlé de la réciprocité. Donc, majoration de l'humeur et amélioration de l'humeur. Okay? C'est une motivation prosociale égoïste parce que c'est toujours quelque chose qu'on obtient. Et qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas-ci? C'est une majoration ou un maintien de notre humeur. Donc, on pourrait aider quelqu'un afin de bénéficier d'une majoration de notre humeur. Et on retrouve ça dans des études vraiment classiques, vieilles, mais classiques. Par exemple, Cialdini, Darby et Vincent en 1973, okay, ça date, j'étais même pas né. Ces auteurs-là ont manipulé les participants pour que certains se sentent mal à l'aise, alors que d'autres ne se sentent pas mal à l'aise, d'avoir heurté quelqu'un accidentellement, ou d'avoir vu quelqu'un heurter un autre. Okay? Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les participants qui se sentent mal à l'aise d'avoir heurté quelqu'un accidentellement ou d'avoir vu quelqu'un heurter un autre,
ont plus tendance à faire du bénévolat ou à dire qu'ils voudraient faire du bénévolat, comparativement à ceux qui ne sont pas mal à l'aise. Okay, donc, je répète ça. Les gens qui se sentaient mal à l'aise dans l'étude avaient plus tendance à dire vouloir faire du bénévolat que ceux qui ne se sentaient pas mal à l'aise. OK? Et lorsqu'on les soulageait de leur malaise, par exemple en leur disant « T'inquiète pas, la personne n'est pas blessée » ou lorsqu'on les récompensait ou on leur donnait un compliment, cet effet-là disparaissait. Donc, ça suggérait dans le fond que les personnes mal à l'aise, bien justement, étaient mal à l'aise. Ils avaient une humeur qui était négative, qui était basse. L'intention de faire du bénévolat était un peu pour, dans le fond, gérer leur humeur négative, pour dire, ben, peut-être que si je faisais ça, je pourrais me sentir mieux, je pourrais me sentir mieux dans ma peau, dans le fond. Okay? Et si on les faisait sentir mieux dans leur peau en leur donnant une récompense ou un compliment, ils avaient moins tendance à déclarer vouloir faire du bénévolat. Et donc, parce qu'on présuppose qu'ils n'avaient plus besoin de se sentir mieux dans leur peau parce qu'ils se sentaient maintenant mieux dans leur peau. OK? Donc, ça, c'est la fameuse majoration de l'humeur. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est possible que des fois, vous aidiez les autres parce que vous vous sentez mal dans votre peau et vous avez besoin de vous sentir bien. Et aider les autres vous fait sentir bien. Okay? Et oui, c'est égoïste, dans le sens que vous aidez l'autre pour vous sentir bien vous-même. Mais encore une fois, égoïste, c'est pas mauvais, d'une part. Et d'autre part, n'est-ce pas merveilleux que aider les autres vous permet de vous sentir bien? Il y a quelque chose d'extrêmement social là-dedans et de fantastique. Okay? Donc, c'est quand même égoïste, mais c'est quand même fantastique dans le sens que aider les autres va vous permettre de vous sentir mieux. Wow, vous êtes vraiment une bonne personne, en fait. T'sais? C'est super. Donc, ça, c'est l'idée de la majoration de l'humeur. Encore une fois, je ne fais pas l'argument qu'on aide toujours consciemment dans ce but-là. Mais je pense que très souvent, on le fait. On le fait sans y penser. Et on se sent bien après d'avoir aidé les autres et on aime ça. Et on dit, ouais, je me sens bien parce que j'ai aidé l'autre. On en prend conscience à ce moment-là. T'sais. Donc ça, c'est pour la majoration de l'humeur. Okay? Mais il y a aussi pour... donc, ce qu'on veut dire par majoration, c'est l'amélioration, dans le fond. T'sais. Mais il y a aussi le maintien. Okay? Et ça, c'est la même logique, mais la différence est que dans ce contexte-là, vous n'êtes pas dans un état piteux et vous voulez aider quelqu'un pour mieux vous sentir. Vous êtes bien dans votre peau et vous aidez quelqu'un dans le but de continuer à bien vous sentir dans votre peau. Donc, c'est ce qu'on appelle le maintien. Okay? Donc, aider autrui aurait aussi un bénéfice sur notre humeur lorsque nous nous sentons déjà bien. OK? Et même, il y a des recherches qui suggèrent que l'effet est même plus puissant dans ce cas. Ce qui veut dire qu'aider les autres permet encore plus de maintenir notre bonne humeur qu'elle permet de majorer notre humeur d'une mauvaise humeur à une meilleure humeur. OK? Donc, il est très possible qu'on aide les autres pour rester sur notre high un peu de bonne humeur, d'une certaine manière. Et ça, on retrouve ça dans un paquet d'études classiques qui manipulent la bonne humeur des participants en leur donnant du succès, en leur donnant des récompenses comestibles comme des biscuits, de l'argent, etc. Et dans la majorité des cas, ça augmente la probabilité qu'ils investissent leur temps pour des bonnes causes. Autrement dit, ils se sentent bien et à cause qu'ils se sentent bien, ils disent qu'ils veulent investir du temps dans des bonnes causes. Et la logique, c'est parce qu'ils veulent continuer à bien se sentir. Quand tu te sens bien, tu veux faire du bien alentour de toi pour continuer à bien te sentir. C'est la logique de ça. OK? Donc, dans le fond, je viens de dire que quand tu te sens mal, ça se peut que tu fasses des bons comportements prosociaux pour te sentir mieux. Mais c'est aussi que quand tu te sens vraiment bien,
comme vraiment sur un high positif, là, tu veux aussi faire des comportements prosociaux pour maintenir ce high-là. OK? Et ça, c'est la majoration de l'humeur par maintien. Il y a différentes explications, en fait, pour ce phénomène-là. La première, c'est le désir de maintenir sa bonne humeur, qui est la classique, comme je vous dis. Donc, voir quelqu'un en détresse peut diminuer notre humeur, et donc l'aider peut nous permettre de maintenir notre humeur positive. Donc, je vais t'aider parce que je ne veux pas descendre de mon high de bonne humeur. Je veux le maintenir, donc je vais t'aider. Okay. Donc, ça, c'est l'explication classique que j'ai invoquée il y a quelques minutes. Okay. Mais il y a d'autres possibilités. Okay. Il y a d'autres possibilités, comme par exemple, peut-être qu'on aide plus les gens quand on est de bonne humeur, pas pour maintenir notre bonne humeur, mais pour une autre raison subtile qui est la suivante. Parce que peut-être que quand on est de bonne humeur, ça biaise notre rappel en mémoire pour des comportements positifs. Ça veut dire que quand on est de bonne humeur, on pense d'une certaine manière qui fait que on a plus tendance à se concentrer sur les bénéfices que sur les coûts. Donc, face à une demande d'aide, si on est déjà de bonne humeur, on va avoir plus tendance à se concentrer sur les bénéfices, comment ça va être bien, que sur les coûts. Qu'est-ce que ça va me coûter de t'aider? Et ça fait en sorte qu'on surestime les bénéfices, on sous-estime les coûts, et on choisit d'aider parce qu'on perçoit plus de bénéfices que de coûts. Donc, voyez-vous comment c'est une explication qui est subtilement différente que l'autre, parce que dans ce cas-ci, on n'aide pas dans le but de maintenir notre bonne humeur, mais on aide parce que notre bonne humeur nous biaise à percevoir beaucoup plus de bénéfices à aider la personne que de risques ou que de coûts. Et donc, finalement, on aide la personne quand on est de bonne humeur. Donc, ça, c'est une explication alternative. Et ce n'est pas exactement clair laquelle c'est. Et il est possible que ça soit les deux aussi. Maintenant, parlons de la joie empathique, okay, qui est une autre forme de motivation prosociale égoïste où on obtient quelque chose. La joie empathique, c'est ce sentiment positif que nous ressentons lorsqu'un individu en détresse est aidé ou soulagé. Et c'est purement égoïste. C'est lorsqu'on aide quelqu'un et il y a comme une joie à ressentir qu'une détresse ou une douleur est soulagée, est enlevée. Et je sais que ça peut ressembler à la majoration de l'humeur, mais c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. C'est que vraiment, vous voyez quelqu'un en détresse et vous n'avez même pas besoin d'interagir avec elle, là. Et si vous voyez quelqu'un l'aider et vous voyez cette personne maintenant n'être plus en détresse, vous ressentez quelque chose de positif. OK? Et c'est ce qu'on appelle la joie empathique. Et donc, les gens peuvent être motivés à ressentir cette joie empathique-là et aider toutes sortes de personnes pour obtenir ce high de cette joie empathique-là. OK? Et ça serait égoïste. Mais encore une fois, n'est-ce pas fantastique que même dans nos explications égoïstes, on retrouve le fait que les êtres humains ressentent de la joie lorsqu'ils voient des personnes qui sont en détresse arrêter d'être en détresse. C'est super. C'est vrai. Ça veut dire qu'on est vraiment impacté par la détresse et l'absence de détresse chez les autres. Okay? Le problème, toutefois, c'est que c'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est que si on est motivé par la joie empathique, on n'est pas nécessairement intéressé à aider la personne d'une façon que la personne a besoin, de la meilleure façon pour la personne. On veut juste avoir des preuves que la personne arrête de souffrir pour obtenir notre joie empathique. Donc, très souvent, cette joie empathique-là pourrait nous amener
à aider d'une mauvaise manière, d'une manière qui va fonctionner en surface, ou dans l'immédiat, mais pas à long terme, ou en faisant quelque chose qui finalement, la personne va nous mentir, puis nous remercier, puis dire qu'elle se sent mieux, mais que l'on ne l'a pas vraiment aidé, parce qu'on n'est pas vraiment concerné par la personne et ses problèmes. Tout ce qu'on voit, c'est un individu qui souffre, et donc du potentiel pour nous de ressentir de la joie empathique en enlevant sa douleur. Okay, c'est très subtil. Une telle sensation de joie empathique, elle pourrait être renforçante et donc augmenter la probabilité que nous émettions le même comportement d'aide dans le futur. Okay? On peut même s'imaginer des cas où une personne pourrait être tellement addictée à la joie empathique qu'elle causerait des problèmes chez les autres dans le but de les régler. Okay? Donc, sans le savoir, sans que tu le saches, je te cause un problème. Tu es en détresse, j'arrive, je suis le sauveur, je t'aide, j'obtiens mon aide, ma joie empathique. Okay? Ensuite, je prends quelqu'un d'autre, je la manipule sans qu'elle le sache pour qu'elle soit en détresse. Et j'arrive, je joue le sauveur, et je l'aide, et j'obtiens ma joie empathique, et ainsi de suite. Donc, on peut voir que c'est pas nécessairement toujours pour le bien-être de l'autre. Okay? Mais en même temps, ça peut l'être, dans certains cas. Okay? Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des études qui suggèrent, comme Smith et ses collaborateurs en 89, qui suggèrent que la recherche de joie empathique, ça veut dire des individus qui recherchent à cette joie empathique, à se sentir bien en aidant les autres, en fait, elle est plus présente chez les individus qui sont peu inquiets par la détresse d'autrui. OK? Et au contraire, elle est moins la source de motivation des comportements d'aide chez ceux qui ressentent beaucoup d'inquiétude pour les individus dans le besoin. Donc, c'est très contre-intuitif ce que je viens de dire, mais ce que je viens de dire, c'est que il existe des études, c'est pas clair, mais il existe des études qui suggèrent que les gens qui sont très motivés par la joie empathique ne sont pas inquiétés par la détresse d'autrui. C'est comme s'ils voyaient la détresse d'autrui non pas comme quelque chose de personnel et qu'il faut aider, mais comme une opportunité pour obtenir leur kick de joie empathique. OK? Alors que ceux qui sont vraiment préoccupés par la détresse d'autrui, qui la ressentent, qui sont sensibles à ça, ils sont moins motivés par joie empathique, à aider. Donc, c'est pas nécessairement... C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la joie empathique ne veut pas nécessairement dire qu'on est préoccupé par la détresse d'autrui. C'est plutôt qu'on la détecte comme une opportunité pour l'enlever et donc nous donner un kick, un high à nous de joie empathique. Okay? Ce qui est la différence principale probablement entre l'explication de la majoration de l'humeur. Okay? Que la majoration de l'humeur, bien, premièrement, c'est au niveau de l'humeur, là, c'est plus large que juste un genre de kick de joie empathique immédiat. Mais en plus, la majoration de l'humeur, on peut vraiment être concerné et inquiet par la détresse d'autrui. Et l'aider pour... Et donc, on se sent mal là-dedans et donc on l'aide pour augmenter notre humeur. Mais c'est pas la même chose que voir la détresse de quelqu'un comme une opportunité pour aider, puis être le sauveur, puis obtenir un genre de kick immédiat de joie empathique, qui n'est pas la même chose que de l'humeur, qui est plus large, qui est plus diffus. OK? Mais je comprends que les différences sont subtiles. OK. Donc, on a vu que, retournons en fait à mon tableau, on a vu qu'on peut obtenir, en fait, je vais le prendre ici, donc on a vu qu'on peut être motivé prosocialement de manière égoïste pour obtenir des choses, OK? Et on a donné 3 exemples où est-ce qu'on peut obtenir quelque chose. Du crédit de réciprocité, soit la personne va m'aider ou la vie va m'aider en général parce que je crois au karma, ou la vie va m'aider en général parce que je suis une personne de confiance qui aide les autres. Ou bien obtenir un changement d'humeur positif ou maintenir notre humeur positive, ou obtenir un genre de kick immédiat de joie empathique. Okay?
Mais on a vu que ce qu'on peut obtenir aussi, c'est d'éviter des mauvaises choses. OK? Donc, avoiding material, social and self-punishment, ça aussi, c'est de la motivation prosociale égoïste. Et on voit toutes sortes d'exemples ici. Donc, éviter fines, imprisonment, éviter des amendes ou du temps en prison, éviter de se faire attaquer, éviter d'aller en enfer pour ceux qui ont ces croyances religieuses, éviter d'être censuré, éviter la récrimination, c'est un mot en français ça? Éviter qu'on se venge dans le fond contre nous, éviter des sanctions qui pourraient nous être imposées parce qu'on n'a pas aidé, éviter shame, avoir honte, éviter la honte, guilt, se sentir... Non, shame, c'est l'embarras. Éviter d'être gêné de ne pas avoir aidé. Éviter d'avoir honte de ne pas avoir aidé. Donc, tout ça, c'est des motivations prosociales égoïstes par évitement. Ce sont toutes des choses, ce sont toutes des raisons d'aider. On peut aider pour éviter ces choses-là. Et on va en voir quelques-unes maintenant. Donc, le comportement d'aide pourrait parfois être modifié par l'évitement de punitions. Okay? Au point de vue social, il y a certaines punitions qui sont même dans nos codes de loi, comme par exemple dans certains pays ou même dans certaines provinces canadiennes, il y a des lois du bon samaritain. Okay? Il y a des sanctions qui peuvent être imposées à un individu qui n'a pas offert de l'aide à un autre individu dont la vie est en danger. Surtout s'il n'y avait pas de risque pour lui, pour la personne aidante, et s'il n'y avait pas d'individu plus qualifié que la personne pour aider. Donc, dans certaines provinces, si vous voyez un accident et vous ne vous arrêtez pas pour appeler le 911 et il ne semble pas y avoir de danger, il n'y a pas de feu, la voiture n'est pas en feu, il ne semble pas avoir de personnes avec des fusils ou quelque chose, il y a juste eu un accident, et que vous ne vous arrêtez pas et vous n'aidez pas, vous pourriez faire face à des sanctions. Surtout si vous faites partie d'un ordre professionnel, comme par exemple les infirmières. À ma connaissance, les infirmières peuvent perdre leur licence ou payer une sanction très imposante s'ils n'aident pas quelqu'un. Même s'ils ne sont pas sur la job, là, ils ne sont pas au travail. Tu sais. Même chose, en fait, je crois pour vous dans les forces. Je pense que vous êtes aussi visé par ces différentes lois-là. Donc, des fois, c'est très organisé, comme ça, c'est inscrit dans le code de loi, mais souvent, c'est aussi un peu plus informel, tu sais, que les gens vont nous punir si on n'aide pas. Il existe plusieurs normes sociales reliées à l'aide, ainsi que des sanctions, soit sociales ou personnellement administrées, si on viole ces normes-là. Okay? Et une de ces normes, on en a déjà parlé, c'est la réciprocité. C'est cette idée que on devrait offrir de l'aide à quelqu'un qui nous a déjà aidés. Ça, c'est une norme qui pourrait forcer quelqu'un à vous aider de manière égoïste pour éviter des sanctions. Ça se pourrait que je vous aide demain, par exemple, uniquement parce que je veux éviter la punition sociale qui viendrait avec le fait que vous m'avez déjà aidé, mais moi, je ne vais pas vous aider. Et puis là, tout le monde va me voir comme quelqu'un qui n'aide pas, puis une mauvaise personne, et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être ça, ma motivation pour vous aider demain ou après-demain, qui est que vous m'avez aidé déjà, je vous en dois une, et si je ne vous aide pas, je vais passer pour un vrai bip bip bip, qui fait en sorte que les gens vont super mal me voir et peut-être même arrêter d'être mes amis, et ainsi de suite. Et donc, voilà, ça pourrait être mon raisonnement pour vous aider. Pour simplement éviter d'être puni par les autres parce que je ne vous ai pas rendu l'appareil. Cela dit, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a aidé, ce n'est pas parce que la personne A a aidé la personne B, que la personne B va toujours se sentir redevable à la personne A, qu'elle doit quelque chose à la personne A, et va toujours se sentir qu'elle doit lui rendre l'appareil, sinon
Sinon, elle pourrait être punie. Il y a des circonstances dans lesquelles la norme de réciprocité s'applique plus ou moins. La pression d'aider quelqu'un qui nous a aidés ou de faire face à des conséquences négatives si on n'aide pas, cette pression-là, elle peut dépendre de différents facteurs. Et elle peut être plus ou moins présente. Et il peut y avoir des cas dans lesquels un observateur, une troisième personne, une personne C, regarderait la personne B et dirait « Non, je pense pas que tu as besoin d'aider la personne A parce qu'elle t'avait aidé dans le passé. Non, je crois pas. » Donc, il y a certaines circonstances dans lesquelles ça s'applique moins. Certaines variables qui font qu'elle s'applique moins, cette norme de réciprocité-là, sont par exemple l'intensité de notre détresse et de notre besoin lorsque la personne nous a aidés, notre perception de ce qu'il ou elle a offert en relation à l'ensemble de ses ressources, notre perception de son motif pour nous aider, l'autonomie de son comportement d'aide. Okay? Je vais passer à travers chacune. Je vais juste vérifier si c'est ça que je fais ici. Non, OK. Donc, je vais passer à travers chacune, vous expliquer. L'intensité de notre détresse et besoin lorsqu'il nous a aidés. Imaginons que la personne A, non, la personne B est en train de faire une tâche, puis elle a de la misère. Okay? Mais elle n'est pas en détresse, là. Elle n'a pas encore trouvé comment le faire, puis elle est en train d'essayer, mais elle a de la difficulté à accomplir la tâche. La personne B a de la difficulté à accomplir la tâche, mais elle est en train d'essayer. La personne A arrive, puis aide la personne B à accomplir la tâche. Sans même que la personne B lui ait demandé. Ben, la personne B pourrait très bien dire, ben, j'avais pas besoin d'aide. Je veux dire, j'étais pas en détresse tant que ça, là. J'arrivais pas, j'étais un peu stressé par le fait que j'arrivais pas à résoudre la tâche, mais je m'en venais, là. J'allais éventuellement la voir. Toi, t'arrives, je t'ai pas demandé rien. Tu m'aides. Ben, c'est gentil, là, mais je te dois rien dans le futur, là. Ou je te dois pas grand, je dois pas me sentir comme si je te dois grand-chose. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on veut dire par l'intensité de notre détresse et de notre besoin. Okay? Si quelqu'un vous aide et vous n'étiez pas vraiment en état de détresse et vous n'en aviez pas vraiment besoin tant que ça, ben vous allez probablement vous sentir comme vous lui devez pas grand-chose. Puis si elle a besoin de vous plus tard, vous n'allez pas vous sentir comme si vous allez être puni socialement si vous ne l'aidez pas. Vous pourriez quand même choisir de l'aider pour toutes sortes de raisons, incluant le fait que vous voulez maintenant qu'elle vous en doit une. Hein? Mais tu sais, c'est pas une pression très forte. Deuxième, notre perception de ce qu'il ou elle a offert en relation à l'ensemble de ses ressources. OK. Imaginons que vous êtes dans la détresse financière et qu'un ami qui fait très peu d'argent choisit de vous aider pour que vous puissiez garder votre appartement. Il va vous donner ce mois-ci 100 $. 100 $, c'est beaucoup d'argent pour cette personne. OK? Vous lui devez quelque chose. Okay? Vous allez vous ressentir vraiment redevable de cette personne. Maintenant, imaginez qu'un multimillionnaire vous donne 100 $ pour vous aider. Vous allez peut-être vous dire par principe, parce que c'est de l'argent, je vais lui rendre les 100 $. D'accord. Vous devriez probablement lui rendre les 100 $. Mais si ce multimillionnaire a besoin de quelque chose dans le futur, allez-vous vraiment vous sentir complètement redevable à cette personne? Ce que j'aimerais demander, c'est, allez-vous vous sentir plus redevable à la personne qui avait quasiment rien et qui vous a donné 100 $, ou au multimillionnaire ou à la multimillionnaire qui vous a donné 100 $? Vous allez vous sentir, la pression va être plus vers votre ami qui avait quasiment rien et qui a quand même choisi de vous aider. Okay? Donc, c'est cette idée que notre perception de ce que la personne qui nous aide nous a offert en relation à l'ensemble de ses ressources. Est-ce que tu m'as donné beaucoup? Est-ce que tu m'as offert en aidant énormément de tes ressources? Dans tel cas, wow, je dois vraiment t'aider en retour. Ou bien, est-ce que tu m'as aidé, c'est gentil, mais tu t'es pas mis dans le trouble du tout là, pour m'aider. Puis, je suis très content, là. Je suis très content que tu t'es pas mis dans le trouble, là, mais je ressens donc moins de pression à t'aider dans le futur. Je vais quand même probablement t'aider, mais je vais sentir moins de pression. OK? Donc ça, c'est celle-là.
3. Notre perception de son motif pour nous aider. Okay? Quelqu'un vient vous aider, mais c'est clair qu'il vous aide parce qu'il essaie de vous manipuler. Okay? Ou qu'il n'est pas sincère. Mais là, peut-être que dans le futur, encore une fois, peut-être que si là, la personne fait une demande d'aide, vous allez choisir de lui répondre, de lui rendre l'appareil, de l'aider. Mais probablement que vous allez avoir moins tendance à faire ça et avec un peu moins d'intensité. Parce que vous dites, oui, tu m'as aidé, mais je sais très bien pourquoi tu m'as aidé. Par exemple classique qu'on peut retrouver dans des films ou dans des scénarios ou très souvent dans des séries télévisées. Tu m'as simplement aidé parce que tu voulais te rapprocher de ma sœur, par exemple, et parce que tu trouves ma sœur de ton goût. Et donc, tu es venu aider ma famille et moi, simplement pour que ma sœur puisse te voir d'un œil positif, puis tomber amoureuse de toi, par exemple. T'sais? Donc, oui, tu m'as aidé, mais on sait très bien pourquoi tu m'as aidé. Faisons-nous pas d'illusions à propos de ça. Et donc, oui, je t'en dois une, mais pas aussi intensément que si tu m'avais aidé pour aucune apparente raison autre que tu veux m'aider. Okay? Quatrièmement, l'autonomie de son comportement d'aide. A-t-il volontairement ou a-t-il été forcé à le faire? Si quelqu'un vous aide, mais il ne voulait pas vous aider, mais il a été forcé à le faire, vous allez vous sentir que vous... Encore une fois, ça se peut que vous lui rendiez l'appareil plus tard si lui a besoin d'aide, mais probablement, il y a des chances que vous n'allez pas le faire ou il y a des chances que vous ne le ferez pas aussi intensément. Et l'exemple classique de ça, c'est que quelqu'un qui est aidé par un policier, une policière ou un pompier, une pompière, peut évidemment remercier ces individus-là, mais ne va pas chercher à constamment aider ces policiers ou ce policier-là ou cette policière-là ou ce pompier. Des fois, vous allez voir un cas où est-ce que la personne va écrire une lettre de remerciement. Merci pour votre bravoure, pour votre service. Pourrait peut-être amener de la nourriture à la station de police en guise de remerciement ou à la caserne de pompiers, amener une tarte ou amener des biscuits ou quelque chose comme ça. Mais souvent, ça va s'arrêter là. On ne va pas chercher à aider le pompier spécifique qui nous a aidés dans sa vie à lui parce que lui nous a aidés. Pourquoi? Parce que ça fait partie de sa job. C'est sa job de nous aider. Donc, oui, il le fait volontairement, mais c'est ça. Il faut qu'il le fasse. Sinon, un pompier qui aide pas, un pompier qui fait pas sa job, c'est plus un pompier. Une policière qui fait pas sa job va être envoyée. Donc, tu sais, c'est cette idée-là, que des fois, si les autres nous aident, puis on perçoit que, soit ils le faisaient de manière non autonome, ils étaient forcés à nous aider, ou bien ils le faisaient parce que c'est leur job. Et je fais une différence entre les deux ici, parce que si c'est votre job, vous le faites quand même de manière autonome, parce que vous pourriez choisir que ça ne soit pas votre job, d'une certaine manière. Un policier pourrait décider de ne plus être policier. Un pompier pourrait décider de ne plus être pompier. Mais c'est quand même sa job. Il y a un revenu, un salaire pour ça, des bénéfices sociaux pour ça, qui n'est peut-être pas énorme, malheureusement, mais il y a... surtout quand on considère les risques que ces personnes-là prennent. Mais quand même, ça reste que c'est sa job. Et donc, il y a des bonnes chances que vous allez être moins motivé, du moins intensément à aider cette personne-là dans le futur si vous jugez qu'elle n'était pas si autonome pour son comportement d'aide, ou bien, évidemment qu'elle allait vous aider, elle était obligée de le faire, c'est sa job. Okay? Donc ça, c'est l'évitement de punition. Tout relié donc alentour de la norme de réciprocité. Toutes des choses qui font en sorte que la norme de réciprocité pourrait être plus ou moins s'appliquer, Et donc, on est en train de parler ici de cas où est-ce que la norme de réciprocité fera en sorte que vous
choisiriez de ne pas aider la personne qui vous avait aidé pour toutes sortes de raisons. Et vous vous sentiriez pas mal que vous allez retirer de ça des conséquences négatives parce que, ben justement, parce qu'elle était forcée de vous aider de toute façon, parce qu'elle vous a aidé mais vous ne l'aviez jamais demandé de l'aide, parce qu'elle vous a aidé mais elle n'a pas vraiment utilisé tant de ressources que ça. T'sais? Une seconde norme qui est souvent proposée est celle de la responsabilité sociale. Et l'idée ici, c'est qu'il y a certains chercheurs qui font l'argument que parfois on aide les autres parce qu'on ne veut pas briser cette norme de responsabilité sociale, parce qu'on veut éviter les punitions qui viendraient avec briser cette norme de responsabilité sociale. Okay? Tantôt, on a parlé des fois on peut aider parce qu'on veut éviter les punitions qui viendraient si on brise la norme de réciprocité. Ici, on voudrait éviter les punitions qui viennent si on brise la norme de responsabilité sociale. Et cette norme de responsabilité sociale, ce qu'elle dit, c'est que ça serait une norme qui serait présente chez beaucoup de sociétés, qui serait que, dans le fond, on devrait aider quelqu'un dans le besoin si cette personne dépend uniquement de nous, donc si personne d'autre est disponible pour aider. Et tout de suite, je dois vous dire, personnellement, moi, je la trouve moins impressionnante, cette norme-là, comparativement à la norme de réciprocité. Je pense que la norme de réciprocité, elle est là dans pas mal toutes les cultures et même dans des groupes animaux non humains. Si je t'aide, tu dois m'aider. Okay? Ça semble assez clair. Et je pense que pas mal tout le monde serait d'accord avec ça. Mais cette norme de responsabilité sociale, que chaque personne a une responsabilité, qui est que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, puis il n'y a personne d'autre que toi, tu devrais aider? Oui, probablement. Ça serait une bonne chose. Mais est-ce que les gens ont ça comme norme inconsciente? Est-ce que c'est vraiment réparti dans notre société, cette norme-là? J'en suis pas certain. Et ce n'est pas tous les chercheurs qui sont certains de ça. Okay? En effet, les études ne sont pas convaincantes à ce niveau-là. Les individus semblent peu motivés par cette norme dans la vie quotidienne, comparativement à la réciprocité. Les recherches montrent clairement que les gens sont motivés par la norme à la réciprocité. C'est vraiment, ça fait partie du calcul de pourquoi les gens se comportent d'une certaine manière, c'est la réciprocité. Tout le monde semble avoir vraiment comme, c'est comme si c'était un programme là, programmé en nous, la réciprocité, oui. Mais la motivation, la responsabilité sociale, ça ne semble pas être si programmé en nous que la réciprocité. Les individus semblent peu motivés par cette norme-là dans la vie quotidienne. Ce qui amène certains à dire que non, je ne pense pas que c'est une norme comme la réciprocité, puis que les gens sont si motivés que ça à éviter les punitions qui pourraient venir s'ils brisent cette fameuse norme de responsabilité sociale. Parce qu'on ne le voit pas tant que ça dans les études. Mais d'autres personnes pourraient dire, ouais, mais il y a des raisons pour lesquelles on ne les voit pas tant que ça dans des études. Par exemple, peut-être que cette norme-là est présente chez les gens, autant que la réciprocité, mais c'est juste qu'elle a plus d'exceptions. Il y a un paquet d'exceptions. Okay? Comme, oui, si quelqu'un a besoin de toi, puis il y a juste toi, s'il dépend uniquement de toi, aide-le, sauf si, puis là, il y a probablement comme 1, 2, 3, 4, il y a probablement plus d'exceptions. On a vu que pour la norme de réciprocité, il y avait des exceptions. Hein? On en a vu 4. 4 conditions qui fait que quelqu'un t'a aidé, mais que tu ne devrais pas nécessairement te sentir mal à l'aise ou tu ne devrais pas t'attendre à avoir des répercussions sociales négatives si tu ne lui rends pas la faveur. On a vu 4 conditions, ça. Bien, peut-être que cette fameuse norme de responsabilité sociale, okay, qui celle-là n'est pas « tu devrais aider les gens qui t'ont aidé », mais elle est plutôt « tu devrais aider quelqu'un si la personne est en détresse puis il y a juste toi », si elle dépend uniquement de toi. Peut-être que les gens ont cette norme-là en eux, programmée en eux, mais c'est juste qu'il y a trop d'exceptions. Puis c'est peut-être pour ça qu'on ne la détecte pas dans les études. Les gens ne semblent pas être motivés par
par éviter les punitions qui viennent avec briser cette norme tant que ça, parce qu'il y a trop d'exceptions. C'est possible. Mais peut-être aussi que les gens ont cette norme-là, mais on les voit pas tant que ça être motivés par éviter les punitions qui viennent avec briser cette norme-là, peut-être parce que l'existence d'une norme ne garantit pas son application. Peut-être que les gens ont une norme dans leur tête, mais ça ne garantit pas qu'ils vont toujours l'appliquer. Peut-être que il faut porter attention à une norme pour être motivé et pour s'y conformer. Okay? Par exemple, Gibbons et Wicklund, en 82, ont noté que lorsqu'on rend saillant aux individus, donc lorsqu'on les met face à face avec des standards d'aide, telle personne devrait faire ça, telle personne, dans telle situation, il faudrait faire ceci. Dans telle situation, une bonne personne ferait ça. Dans telle autre situation, une bonne personne ferait ça. Lorsqu'on les met face à des standards comme ça, on voit plus de comportements d'aide chez des individus qui sont centrés sur eux-mêmes. Okay? Donc, en d'autres mots, chez des individus qui sont très centrés sur eux-mêmes, si on leur montre des standards, dans telle situation, il faudrait aider, dans telle situation, il faudrait aider, on voit que ces individus-là, ils aident plus. Ils ont plus de ces comportements-là. Donc, c'est peut-être juste le fait qu'ils avaient la norme il faut aider si, par exemple, il y a juste toi et la personne dépend de toi, mais qu'il fallait vraiment leur rappeler, leur mettre face à face en disant, tu sais, voici le standard, oublie pas, si tu es tout seul avec la personne est en détresse et elle dépend juste de toi, il faut que tu aides. Ben, dans ce cas-ci, peut-être que oui, les gens vont faire ces comportements-là. Mais que dans la vie en général, les gens ont quand même cette norme-là en tête, mais ils ne s'en souviennent pas. Et là, la question que vous pourriez poser, c'est mais pourquoi ils ont tendance à être motivés tant que ça par la réciprocité alors? Pourquoi ils se souviennent tout le temps de la norme de réciprocité? Pourquoi ils n'ont pas de misère à appliquer la norme de réciprocité? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de misère à porter attention à la norme de réciprocité? Ben, peut-être parce qu'elle est juste plus importante ou plus présente partout. On se fait constamment des faveurs. Je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse. Ou peut-être que, finalement, la raison pourquoi les gens ne semblent pas motivés par cette norme de responsabilité sociale, c'est parce que ce n'est pas vraiment une norme que les gens ont. Okay? Peut-être que les gens, finalement, n'ont pas cette norme-là. C'est pas parce qu'il faut qu'ils portent attention à cette norme-là, ou bien parce qu'il y a trop d'exceptions. C'est peut-être juste pas une norme. Peut-être que la seule norme vraiment importante, c'est la norme de réciprocité. Puis pas la norme de responsabilité sociale. OK. Donc, on peut être motivé par à éviter des mauvaises choses, et une des choses qu'on peut éviter, c'est des punitions. Okay? Et on peut être motivé à éviter des punitions parce qu'on n'a pas respecté la norme de réciprocité. Okay? Et peut-être aussi parce qu'on n'a pas respecté la norme de responsabilité sociale, mais c'est pas clair que cette norme-là existe et est si présente dans la société autant que la norme de réciprocité. Quoi d'autre est-ce qu'on peut... pour quelle autre raison est-ce qu'on peut faire un comportement prosocial dans le but d'éviter quelque chose de négatif? Ben, on peut faire un comportement prosocial dans le but d'éviter non pas des sanctions ou des punitions parce qu'on n'a pas respecté une norme, mais dans le but d'éviter de se sentir mal. Dans le but de diminuer comment mal on se sent. Et c'est ce qu'on appelle la réduction de l'activation aversive. Il est désagréable de voir un individu en détresse ou en souffrance. Et on agit parfois dans le but de réduire cette expérience aversive chez nous. OK? Donc, vous devriez voir là l'inverse de la majoration de l'humeur de tantôt. Je t'aide parce que je me sens mal à l'aise que tu sois en détresse, puis je veux arrêter de me sentir mal à l'aise. Ça, c'est la réduction de l'activation aversive. OK? Alors que tantôt, la majoration de l'humeur, c'était « je t'aide parce que je
suis dans une humeur moyenne, puis en t'aidant, je vais me mettre dans une humeur encore meilleure. Ici, c'est, je me sens vraiment mal à l'aise que tu ne sois pas bien, et je veux arrêter de me sentir mal à l'aise. Alors, je vais t'aider. OK? Donc, soulager la souffrance de l'individu peut alors diminuer notre propre affect négatif. Et ce type de motivation-là peut prendre 3 formes. Réduire notre détresse personnelle, réduire notre état de dissonance ou réduire notre perception d'injustice. Et j'ai oublié si je pars en détail dans chacun de ces trucs-là. Oui, OK. Donc, réduire notre détresse personnelle, réduire notre état de dissonance ou réduire notre perception d'injustice. OK? Laissez-moi prendre chacun des 3 pour regarder chacun des 3, là, finalement. Donc, des fois, on peut aider quelqu'un pour réduire notre détresse personnelle. OK? Réduction de la détresse personnelle. Ça fait ça partie d'une motivation prosociale égoïste, parce que c'est quelque chose qu'on aide pour nous. OK? Dans le but, en fait, ici, ça dit récompense, mais c'est plutôt... En fait, tiens, retournons à mon fameux tableau de tantôt, juste pour voir où est-ce qu'on est, là. Parce que je ne veux pas vous perdre là-dedans, là. Si on regarde ça de haut comme ça, OK, on a vu qu'on peut aider les autres pour recevoir des gains matériels ou sociaux. On a parlé du crédit de réciprocité. Donc, je t'aide pour que tu m'en dois une. Mood enhancement, je t'aide parce que je veux me sentir encore mieux ou je veux continuer à bien me sentir. Empathic joy, je t'aide parce que quand je te retire ta détresse, j'obtiens un kick de joie immédiat. Okay? Avoiding material, social and self-punishment. Donc, des fois, on peut aider non pas pour obtenir quelque chose, mais plutôt pour éviter des punitions. OK? Et on a parlé de punitions qui pourraient prendre la forme d'amende ou d'emprisonnement, par exemple les lois de Bon Samaritain. Et on a parlé de punitions qui pourraient prendre la forme de sanctions pour avoir violé une norme, par exemple la norme de responsabilité sociale, pour laquelle c'est pas très clair qu'elle existe, ou définitivement la norme de réciprocité. Okay? Mais on a vu certains cas dans lesquels on n'a pas besoin de s'en faire, qu'on aurait des sanctions si on viole cette norme-là, parce que certaines conditions dans lesquelles, même si quelqu'un nous a aidés, on ne devrait pas se sentir si tant de pression que ça à l'aider. Okay? Et la troisième motivation égoïste, au-delà de faire aider quelqu'un pour obtenir quelque chose de positif ou pour éviter quelque chose de négatif, c'est la troisième motivation, c'est de réduire notre aversive arousal, donc notre activation aversive, le fait qu'on est activé physiologiquement de manière aversive. On se sent vraiment mal à l'aise. On veut réduire ça. OK? OK? Donc, c'est pas qu'on veut éviter une punition, c'est pas qu'on veut recevoir quelque chose, c'est qu'on veut arrêter ou diminuer le fait qu'on se sent mal à l'aise. OK? Et puis, c'est ça qu'on est en train de voir présentement. OK? Donc, je retourne. Donc, on a vu que cette motivation-là peut prendre 3 formes. Réduire notre détresse personnelle, réduire notre état de dissonance, réduire notre perception d'injustice. Puis, on regarde la première. Et c'est ici, justement, que le titre me causait problème. Donc, je vais juste changer le titre, ça ne sera pas long. Voilà, j'ai juste changé le titre parce que je ne l'aimais pas. Là. Ça disait récompense, puis c'est pas vraiment une récompense, c'est vraiment... On est motivé par la réduction de l'activation aversive. Donc, la première, réduction de la détresse personnelle. Donc, plusieurs auteurs suggèrent que la détresse vicariante ressentie par l'observateur est similaire à celle vécue par la victime, en nature aversive, bien que différente en intensité. Ce que ça veut dire, c'est qu'en psychologie, le mot vicariant signifie que vous voyez quelqu'un d'autre avoir une expérience et vous ressentez son expérience d'une certaine manière. Okay? On explique ça de la manière suivante, qu'il semble que les êtres humains soient capables de simuler les expériences des autres dans leur cerveau et donc de ressentir les émotions des autres. Ce qu'on veut vraiment dire, c'est de ressentir ce que eux autres ressentiraient s'ils étaient dans la même situation. Donc, on ne ressent pas techniquement les émotions des autres, mais on est capable de se simuler ce que ça serait si on était dans la même situation et quelle émotion on ressentirait. Et donc, plusieurs auteurs suggèrent que
lorsqu'on fait ça, on vit une détresse vicariante, ça veut dire une détresse simulée, que l'on ressent, qui est similaire en nature aversive, ça veut dire qu'elle est autant négative, mais elle est différente en termes d'intensité à celle vécue par la victime. Okay? Donc, c'est que quand vous voyez quelqu'un qui est en détresse, ça peut vous mettre en détresse, vous aussi, mais généralement, c'est moins intense. Okay? Bien qu'il y a certaines personnes chez qui ça peut être très, très intense, ça peut être problématique au bout d'un moment, ça peut être épuisant si on est toujours en train d'aider les gens en détresse, surtout si la détresse des autres cause une détresse tout aussi intense chez nous. Généralement, ce que vous voulez, c'est répondre à la détresse des autres avec un peu de détresse de vous-même, mais pas si intense, parce que si elle est autant intense, vous rajoutez au problème, vous n'êtes pas capable d'aider. T'sais? Vous devenez une victime vous-même. Donc, une des manières de réduire cette détresse vicariante, c'est de mettre fin à celle de la victime. Right? C'est logique. Ta détresse fait en sorte que mon cerveau simule ta situation et me met en détresse. Moins intense que la tienne, certes, mais j'aime pas être en détresse. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais essayer de convaincre mon cerveau d'arrêter de simuler ça, mais c'est inconscient, c'est biologique, c'est comme naturel. Là. Ça fait partie de ce que c'est que d'être humain. Et ça fait partie de ce que c'est que d'être un humain social. Et donc, je ne peux pas pouvoir faire ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je pourrais t'aider. Si je t'aide, puis je diminue ta détresse, je diminue ma détresse. OK? Donc, une des manières de réduire cette détresse vicariante, c'est de mettre fin à celle de la victime. Notez que là, vous allez peut-être présupposer, oh good, donc finalement, je vais aider la personne. C'est peut-être parce que, c'est parce que je veux diminuer ma propre détresse, mais je vais quand même aider la personne finalement. Pas nécessairement. Parce que le but ici, c'est de diminuer ma propre détresse. Donc, je pourrais diminuer ma détresse de différentes façons. Oui, je pourrais offrir de l'aide à la personne. Mais je pourrais aussi le faire en m'enfuyant, en ne portant plus attention, par la fuite, en m'extirpant de la situation pour ne plus voir la personne en détresse, pour ne plus entendre ses cris, pour ne plus voir son expression faciale de douleur, par exemple. Ça va diminuer mon affect négatif. Ou je pourrais même prendre des mesures plus extrêmes. OK? Comme, mesure très extrême, exécuter la personne, la tuer. Évidemment, il faut absolument pas faire ça, là, mais pensez à des cas où est-ce que, face à voir quelqu'un, on voit ça souvent dans des films ou des séries télévisées ou dans des romans, où est-ce que un ami met fin à la vie de quelqu'un. En fait, oui, on voit ça. On voit ça aussi des fois dans des cas d'amis ou de parents qui mettent fin à la vie d'un ami ou d'un parent qui est en souffrance et qui doivent faire face à la justice par la suite. C'est pas impossible qu'ils le font par motivation vicariante. Et oui, ils peuvent le faire vraiment parce que leurs parents souffrent, ou leur enfant souffre, ou leur ami souffre, et qu'ils veulent mettre fin à leur souffrance. On comprend ça. Mais il est aussi possible qu'une grosse partie de cette équation-là, c'est que le fait de voir son parent ou son ami souffrir, ça nous ferait souffrir, nous. Et qu'en mettant fin à la souffrance de ces personnes-là, d'une manière si extrême que exécuter la personne, c'est mettre fin à sa vie, l'aider à se suicider, par exemple, peut diminuer notre détresse à nous. Et je ne suis pas en train de dire que les gens qui font ça sont... je ne suis pas en train de dire que les gens, par exemple, qui... je ne sais pas ce que je suis en train de dire, dans le fond. Je rentre dans une zone là qui est très controversée, donc je ferais mieux de réfléchir avant de parler. Mais tout ce que je fais dire, c'est que parfois, on peut prendre des mesures plus extrêmes. OK? Et donc, dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que cette motivation-là à réduire notre détresse personnelle, elle ne va pas toujours nous amener à aider. Parfois, elle peut nous amener à fuir ou parfois même à mettre fin à la personne elle-même
pour que la personne arrête de souffrir. Est-ce que c'est aider? Certaines personnes vous diraient oui, d'autres personnes vous diraient ben non, c'est pas aider, si tu as aidé la personne à mettre fin à ses jours, c'est pas aider techniquement, tu as juste coupé la possibilité. Il n'y a plus personne pour souffrir, donc techniquement, c'est pas aider tant que ça. D'autres personnes diraient ben oui, c'est aider, veux pas. Il y a un gros débat là, ok? Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Réduction de la détresse personnelle. Une autre forme que ça peut prendre de réduire notre activation aversive, c'est que c'est la réduction de la dissonance. Ici, c'est que des fois, ce qui cause notre activation aversive, le fait qu'on réagit si négativement à voir quelqu'un souffrir, c'est pas parce qu'on simule, des fois c'est pas parce qu'on simule sa souffrance puis ça nous amène à nous de la souffrance. C'est plus cognitif que ça. C'est que des fois, quand on voit quelqu'un souffrir, surtout si on considère que c'est une bonne personne, une personne à qui telle souffrance n'aurait pas dû arriver ou telle situation n'aurait pas dû arriver, ça va nous mettre dans un état de dissonance cognitive. Où est-ce que, dans le fond, il y a comme une inadéquation entre ce qui est souhaitable et ce qui est actuel. Cette fameuse idée que, coudonc, c'est pas normal qu'une jeune personne soit à la rue. T'sais, surtout si on voit une personne jeune, imaginons, on voit une personne jeune avec un beau visage, la personne a l'air belle ou beau, attirante. Une personne qui semble juste une bonne personne. Évidemment, ça c'est surface, ça. C'est de surface. Mais on la voit à la rue, puis on se dit, coudonc, c'est pas normal qu'une belle jeune personne soit à la rue. Ça ne fit pas ensemble, ces deux choses-là. Être à la rue, être une belle jeune personne, rien de mal devrait arriver aux belles jeunes personnes. Tu sais, on a des genres de pensées comme ça. Tu sais? Si une personne plus vieille ou qui a l'air pas attirante, qui a l'air laide, qui a l'air sale, là, on pourrait dire, ouais, t'as fait quoi pour te rendre là? Mais quand tu vois quelqu'un, tu sais, une belle jeune personne, tu te dis, coudonc, c'est pas normal. Puis je prends juste cet exemple-là, par exemple, parce que c'est l'image que j'ai ici. Tu sais? Mais on peut penser à plein d'autres exemples. C'est pas normal que quelqu'un qui aide les autres, qui est une infirmière, par exemple, ou une médecin, développe un cancer. Me semble, c'est pas fair. C'est comme il y a une dissonance cognitive, là, okay? Entre ce qui est souhaitable et ce qui est actuel. Okay? Si quelqu'un de très méchant, qui n'aide jamais personne, très égoïste, développe un cancer, oui, on peut se sentir mal pour elle, mais très souvent, on va se sentir moins mal. Okay? Alors que si c'est quelqu'un de vraiment comme une personne qui est un ange, là, tu sais, là, on va dire, coudonc, il y a comme une dissonance cognitive. Pourquoi est-ce que la vie lui ferait ça? Ça ne fit pas. Et ça va faire en sorte qu'on va se sentir mal par rapport à ça. Et c'est différent que, c'est pas qu'on se sent mal parce qu'on simule la détresse des autres, mais qu'on se sent mal parce qu'on se rend compte qu'il y a une inadéquation entre ce qui est souhaitable et ce qui est et la situation actuelle. Okay? Et des fois, ce qu'on peut aider, justement pour aider autrui, pour rétablir l'inadéquation entre ce qu'il observe et ce qu'il considère normal. C'est pas normal qu'une belle, jeune personne se retrouve à la rue. J'aime pas ça, ça fait pas de sens, et donc je vais t'aider, je vais te donner de l'argent pour que je souhaite vraiment que tu sortes de la rue. OK? Mais si c'était un vieux bonhomme, tout barbu, tout sale, avec des vêtements déchirés, tout ça, tu me donnais aucun indice que tu es une jeune personne énergétique, peut-être que je me dirais, ouais, c'est normal pour des vieux barbus tout sales avec des vêtements déchirés d'être à la rue. Tu sais. Évidemment, c'est complètement fou de dire ça. On devrait aider tout le monde. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est bien, que c'est correct que des vieux bonhommes barbus soient à la rue, puis des jeunes personnes attirantes ne devraient pas l'être. Là. Ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, les choses nous semblent vraiment contradictoires, plus que normalement. Okay?
Et donc, cette inadéquation, cette contradiction-là, on la ressent de manière aversive. OK? Et on veut aider les autres pour rétablir. OK? C'est pas normal qu'une bonne personne, une infirmière, se retrouve à la rue parce que telle personne l'a maltraité et ainsi de suite, puis elle n'a plus d'argent. Et donc, je vais vraiment aider cette personne-là parce qu'elle ne devrait pas. Ça ne fait pas de sens. Okay? Mais quelqu'un d'autre qui a fait des mauvais choix, qui est tombé dans la drogue, qui se retrouve à la rue, je ne vais pas nécessairement vouloir l'aider parce que ça fait du sens qu'elle se retrouve à la rue. Il n'y a pas d'inadéquation là-dedans. Évidemment, quelqu'un d'autre pourrait l'aider pour dire « Ouais, mais elle est quand même en souffrance. » Là, cette personne-là serait motivée par réduire sa souffrance vicariante. Mais ici, on parle de réduction de dissonance. Mais remarquez que ça ne veut pas nécessairement dire, cette motivation à réduire la dissonance ne veut pas nécessairement dire que la personne va se comporter de manière prosociale. Parce que des fois, ce qu'elle peut faire, c'est réduire sa dissonance d'autres manières, comme par exemple, en blâmant la personne pour sa situation. Une jeune personne à la rue, coudonc, cette fille-là, elle n'a pas l'air d'avoir plus que 19-20 ans. Elle a l'air quand même en santé, elle n'a pas l'air d'avoir de problèmes physiques. Elle est quand même à la rue. Je te parie qu'elle a dû faire quelque chose. Probablement tomber dans la drogue. Là. C'est probablement une fille qui prend des mauvaises décisions. Okay? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va blâmer la personne. Blâmer la victime, dans le fond. Parce que cette fille-là, elle est probablement... vient d'une famille abusive, et ainsi de suite, et aller à la rue, c'était probablement une solution qui était peut-être meilleure que d'autres solutions qu'elle avait, qui était de rester à la maison, tu sais. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut réduire notre dissonance, donc on va trouver une façon de la rendre, elle, responsable de ses choix et de réduire la dissonance, dans le fond. Donc, il y a probablement une raison pour être ici. Okay. On va voir ça beaucoup aussi dans des cas de viol, par exemple, en disant, ouais, mais probablement, tu sais, qu'elle s'est habillée de manière provocative, tu sais. Elle portait probablement des vêtements très provocateurs, tu sais. Ou bien, probablement qu'elle... coudonc, elle savait qu'elle se tenait avec des gars pas corrects. Tu sais, on va blâmer les victimes parce que c'est une façon d'arrêter de se sentir si mal que, par exemple, une jeune fille pourrait être victime d'un viol. Donc, une façon, ça serait d'aider pour réduire notre dissonance, qu'une jeune fille ne devrait pas être victime de viol. Mais une autre façon, c'est de blâmer la victime, de dire, coudonc, elle a quand même une part de responsabilité là-dedans. Elle s'est habillée d'une certaine manière, ou elle s'est tenue avec certains, ou elle leur a donné des signaux qu'elle n'aurait pas dû donner. Donc ça, c'est une façon de réduire sa dissonance, mais de manière complètement pas du tout prosociale, parce que là, on n'aide pas du tout cette victime-là. Okay? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la réduction de la dissonance, cette motivation-là, ne mène pas tout le temps à des bons comportements d'aide. Des fois, ça peut mener à blâmer la victime pour sa situation. Et la troisième, c'est la réduction de la perception d'injustice, ou pas réduction, mais bien réduction. Voilà. Donc, la réduction de la perception d'injustice, qui est subtilement différente de ce qu'on vient juste de dire, mais ici, c'est que l'idée, c'est que, pensez à ça de la manière suivante, c'est que selon cette hypothèse-là, qui est une hypothèse du monde juste de Lerner, les gens marchent dans le monde avec cette idée que le monde est juste. Les gens ont ce qu'ils méritent. Les mauvaises choses arrivent aux mauvaises personnes, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Et si tu es une bonne personne, tu devrais t'arriver des bonnes choses, et si tu es une mauvaise personne, tu ne devrais pas te surprendre si t'arrives des mauvaises choses. Okay? On a cette tendance naïve-là. Okay? Et elle n'est pas complètement fausse, cette croyance-là, parce que très souvent, les bonnes personnes, oui, ils vont s'attirer plus de gens qui vont les admirer, qui vont vouloir les aider. Les mauvaises personnes vont avoir plus d'ennemis. Il y a une certaine part de réalité dans l'hypothèse du monde juste. Mais très souvent, notre expérience
va venir violer cette hypothèse-là, va venir la casser, parce qu'il arrive des mauvaises choses à des bonnes personnes et des très bonnes choses à des mauvaises personnes. OK? Donc, et lorsqu'on voit ça, ça nous met dans un état d'activation aversive. Okay? La détresse d'une victime innocente devrait déclencher un affect négatif chez nous. Parce que ça menace cette croyance. Donc, c'est pas par simulation, c'est pas qu'on simule sa détresse, puis qu'on ressent de la détresse, puis on souhaite la diminuer. C'est pas parce que on regarde la personne, puis ça fit pas avec ce qui devrait être, et donc, comme une jeune personne ne devrait pas être à la rue, donc ça nous fait sentir bizarre, donc on va l'aider pour diminuer cette dissonance-là. C'est plus spécifique que ça, c'est qu'on a une croyance d'un monde juste. Et donc, techniquement, on regarde la personne et on se dit, coudonc. Et puis, non seulement ça, mais on veut que le monde soit juste. Right? C'est très réconfortant, un monde juste. Ça simplifie beaucoup les choses. Regarde, le monde est simple. Si tu veux que tu aies des bonnes choses t'arrivent, sois une bonne personne. Si tu veux que tu aies des mauvaises choses t'arrivent, sois une mauvaise personne. Wow! On adore les êtres humains, tout ce qui simplifie la vie comme ça. Donc, on tient vraiment à notre croyance du monde juste. Et quand on voit des gens à qui il arrive des choses, okay, et que ces personnes-là sont des victimes innocentes, ça vient menacer cette croyance-là qu'on a d'un monde juste. Et on n'aime pas ça parce qu'on veut que ça soit vrai, la croyance d'un monde juste, parce que ça simplifie énormément les choses. Alors, dans ce cas-ci, le comportement d'aide aurait comme but ultime de nous rassurer dans notre croyance qu'on existe dans un monde juste. OK? Donc, c'est subtilement différent que la dissonance. Où là, la dissonance, c'était « non, ça ne fait pas de sens. Je veux arrêter que ça ne fait pas de sens, donc je vais aider la personne. » Ici, c'est « non, je veux vraiment croire qu'on existe dans un monde juste. Donc, je veux aider la personne. » OK? Mais encore une fois, remarquez que ça peut mener, cette tendance-là, ça peut mener à l'inverse de comportements prosociaux aussi. Ça pourrait, parce que le but ici, c'est juste de rétablir notre sens de justice. Le but, c'est de nous reconforter dans notre croyance qu'on existe dans un monde juste. Donc, il y a d'autres façons de rétablir ça sans aider la personne. On pourrait le faire simplement en blâmant la victime encore pour son sort, ou en la voyant comme une mauvaise personne qui ne mérite pas le bien. Tu sais? Telle personne est une bonne personne, elle se retrouve à la rue, elle a dû faire quelque chose de mal. Non, c'est impossible qu'une bonne personne se retrouve à la rue. Tu la connais pas assez. Je te parie qu'elle a fait quelque chose de mal, a pris des mauvaises décisions, là, c'est une mauvaise personne. Okay? Donc, des fois, on peut faire ça. Là. Et donc, ça, c'est l'inverse de prosocial. On n'aide pas du tout dans ce cas-ci. Okay? Blâmer la victime, voir la victime comme une mauvaise personne, est une façon de nous rassurer dans cette croyance à laquelle nous tenons tellement que le monde est juste. Okay? Donc, ça, c'est le troisième visage que peut prendre la réduction de l'activation aversive. En lien avec cette approche-là, il y a des recherches qui suggèrent que si on peut facilement intervenir pour soulager la détresse d'une victime innocente, on a tendance à le faire. Mais que si ce n'est pas possible, on a plus tendance à la porter responsable de son sort. Et ça, c'est vraiment intéressant. L'idée ici, c'est que cette tendance à blâmer la victime, elle est fonction de différentes variables. Et une des variables, c'est comment facile c'est de l'aider. Et souvent, quand c'est facile de l'aider, on a moins tendance à blâmer la victime. Et si ce n'est pas possible de l'aider, ou très difficile, on a plus tendance à la blâmer. Okay? Pourquoi? Parce que si c'est facile de l'aider, on peut facilement, avec très peu d'efforts, l'aider puis retrouver notre sens de la justice, d'un monde juste. Et si c'est impossible de l'aider, ou très difficile, on est pogné avec
cette idée que c'est une bonne personne à qui il arrive quelque chose d'injuste. Merde, ça vient casser cette croyance à laquelle je tiens tant, à la croyance du monde juste. Donc, comment je vais en sortir? Peut-être finalement que je me suis trompé, c'est peut-être pas une bonne personne. Peut-être pas une victime, peut-être qu'elle n'est pas innocente là-dedans. Peut-être elle est responsable de son sort. Donc, on va switcher, on va faire un 180 dans notre perception des choses et se mettre à blâmer la victime pour rétablir notre perception d'un monde juste. Okay? C'est terrible, mais on fait ça. Pas tout le monde, pas tout le temps, mais ça fait partie du comportement, du répertoire des comportements humains. Okay? Ça commence à être long. Je vais prendre une petite pause. Je vais filmer le reste plus tard dans une autre capsule où on va parler d'altruisme. Et là, c'est l'inverse de la motivation prosociale, égoïste, l'altruisme. C'est cette idée qu'on aide pour ne pas obtenir quelque chose. On n'aide pas pour obtenir quelque chose. On n'aide pas pour éviter quelque chose de mauvais. On n'aide pas pour réduire de se sentir mal. On aide purement par altruisme, uniquement pour le bénéfice des autres et inconsciemment et de manière aveugle par rapport à nous-mêmes. On n'est pas du tout intéressé à nous-mêmes, on aide purement pour les autres. C'est de l'altruisme. On va en parler dans le cadre de la prochaine capsule et une des choses qu'on va voir, c'est est-ce vraiment possible d'être purement altruiste? Okay? Donc, je vous revois dans la prochaine capsule. Ciao!